avril de chaque année marque la journée mondiale de la terre nourricière, une journée instituée par les Nations Unies pour rappeler à tous la singularité de cette planète. C'est le lieu pour les organisations militantes de sensibiliser et d'œuvrer d'une quelconque manière à la restauration de cette merveille. De notre côté, sur la station universitaire, le desk Sciences s'est donné pour tâche d'aborder la thématique de la désertification et donc nous parlerons cet après-midi de la lutte contre la désertification et ses enjeux liés à la sécurité alimentaire. Je suis accompagnée de Rachel Passassi. Rachel, bonsoir. Bonsoir Nadia et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Lutte contre la désertification, enjeu de sécurité alimentaire, c'est le thème de ce dernier numéro de votre émission Univers Sciences du mois d'avril. Nous recevons pour vous, chers auditeurs, un spécialiste du domaine, Dr Euseb Capot. Il est docteur en géographie et gestion de l'environnement, spécialité sécurité alimentaire. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Docteur, nous parlons de la terre nourricière. En thème facile, c'est quoi la terre nourricière? Déjà, la terre nourricière, c'est celle-là même qui nous permet de produire des aliments que nous mangeons. Donc, de façon plus simple, c'est cette zone de terre qui est fertile à la production agricole. Donc, voilà un peu. On va donc dire que le lundi dernier, on célébrait la journée mondiale de la terre nourricière. C'est quoi l'origine de la célébration de cette journée? Vous savez, comme vous l'avez déjà rappelé dans votre phase introductive, les Nations Unies ont pensé qu'il fallait déjà commencer par attirer l'attention du monde entier. Oui, les Nations Unies ont déjà compris l'urgence de tirer l'attention du monde entier sur l'importance que revêtent les terres agricoles qui nous nourrissent tous déjà d'ailleurs. Et donc, il était question à une époque donnée de pouvoir mettre en place cette journée-là afin de sensibiliser et de porter des actions concrètes les acteurs qui utilisent la terre, que ce soit les agriculteurs, tout le monde utilise la terre, et afin de la préserver, celle-là même qui nous nourrit. Et c'est quoi l'intérêt de célébrer cette fête? Qu'est-ce que cette journée nous rapporte au quotidien? Oui, elle nous rappelle que la terre est cet élément qui produit, ok, et qui nous conscientise. À l'occasion de cette journée, on fait des séances de conscientisation, de sensibilisation, pour permettre aux uns aux autres de savoir que si nous détruisons la terre, celle qui nous nourrit, celle qui produit, celle qui donne de la production agricole, c'est que quelques jours ou bien un jour, nous serons en face d'une situation d'insécurité alimentaire. Donc, il fallait avoir cette journée-là pour déjà communiquer, sensibiliser et porter des actions de prévention et de restauration de la terre. Et depuis plusieurs années que cette journée est en train d'être célébrée, où est-ce qu'on en est de façon pratique? Est-ce qu'il y a d'amélioration? Oui, non, je ne dirais pas qu'il y a vraiment... C'est même pas autant visible comme la journée de l'arbre ou d'autres journées, mais je pense que c'est en train de prendre petit à petit parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les terres ne sont plus productives comme avant et on a plus tendance à utiliser les produits chimiques pour la production agricole. De là, on commence par comprendre l'importance, l'urgence même sur les questions de changement climatique aujourd'hui, l'urgence de préserver et de sensibiliser sur les questions de la terre. Donc, oui, il y a beaucoup d'activistes aujourd'hui aussi qui ont commencé par comprendre l'urgence et de préserver un certain nombre d'acquis que la nature nous a donnés. Et cette journée, elle est la bienvenue. C'est vrai que par le passé, ce n'était pas trop connu, mais je crois que ces 2 dernières années, il y a beaucoup d'initiatives qui ont commencé par... Déjà, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que des messages de sensibilisation des ONG le font des postcards, des trucs comme ça, comme les radios qui nous invitent aussi pour discuter de cela. Donc, il y a un peu d'amélioration en termes de communication. Et je profite pour vous demander comment peut-on expliquer la non-productivité des terres? Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que déjà, c'est en fonction de quel type de culture. Et donc, vous devez savoir que la terre contient des éléments nutritifs qui permettent en fait de faire nourrir la graine que vous mettez dans le sol. Et alors, dès que vous l'utilisez,
vous l'utilisez, vous exploitez cette terre-là, de jour en jour, elle devient de plus en plus pauvre parce que les éléments nutritifs sont soit pas remplacés par des apports, je ne veux pas dire engrais, mais engrais biologiques, ou tel que vous faites la production, tel que vous faites votre production agricole, ce n'est pas des techniques innovantes pour permettre de restaurer les éléments nutritifs du sol. Donc, dès qu'on exploite, on est en phase de surexploitation et de non-protection des ressources de la terre. Je veux parler des éléments chimiques qui nourrissent les graines. Là, on tombe directement dans une situation où la terre n'est plus productive. Il y a l'autre chose aussi qui est en vogue aujourd'hui. On parle des changements climatiques, longue période sèche. Vous avez de longues périodes sèches. Et pendant ce temps, la terre n'est plus en phase de productivité. Et aussi, on parle surtout aussi d'avancée de désert pour un certain nombre de régions et qui font que la terre n'est plus forcément... Donc, est-ce ça dit que le climat a un impact sur la terre? Naturellement. S'il n'y a pas de climat, il n'y a pas de terre, nutritive ou pas. Parce que quand vous parlez de climat, vous parlez d'un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu, que ce soit la température, le vent, l'humidité du sol, etc. C'est des éléments qui permettent quand même à la terre de garder une fertilité, une fraîcheur, et pour pouvoir permettre à ce que la graine qui tombe dedans puisse bien germer. Donc, lorsqu'il y a modification du climat, c'est que ça, il y a forcément des répercussions sur le support terre, si vous voyez. D'accord, on constate que chaque jour dans notre quotidien, nous exploitons les ressources de la terre sans penser à comment l'entretenir. La question, c'est comment les travailleurs de la terre ainsi que toute l'humanité devrait nourrir la terre pour la sauvegarder. Oui, effectivement, vous faites bien de chercher à savoir comment toute l'humanité, parce que ce n'est pas forcément ceux qui mettent la roue à la terre qui devraient la protéger. Comment est-ce qu'on fait alors pour protéger cette ressource terre-là? Et je ne vois personne qui marche dans l'air, mais tout le monde pose son pied sur terre. Naturellement. On roule tout sur terre. Mais déjà, il faut commencer par adopter des pratiques durables de là où l'on est. Lorsque vous n'êtes pas directement affecté à l'utilisation de la terre et que vous utilisez par exemple les engins en ville, vous devez savoir que lorsque vous produisez des gaz à effet de serre, il y a une perturbation du climat. Alors, comme je vous l'avais expliqué, naturellement, il y aura une répercussion sur la terre. Donc, de là où vous êtes, vous devez commencer par adopter alors des moyens. On a toujours parlé d'utiliser des moyens non polluants, etc. Et lorsque vous êtes utilisatrice ou utilisateur de la terre, vous devez produire sain. Vous devez produire sain, c'est-à-dire utiliser moins d'engrais si possible. Utilisez pas du tout d'engrais chimiques qui, à la longue, appauvrissent le sol. Bien vrai que vous nourrissez votre plante, mais vous détruisez le sol. Et il y a autant d'actions que nous pouvions mener. Au niveau décisionnel, il y a beaucoup de rencontres, de forats, de forums qui se tiennent chaque année pour discuter, pour prendre des décisions, pour financer en fait la chose. Parce qu'il faut par exemple restaurer la terre. Il y a la journée de l'arbre qui nous permet en fait de mettre en terre des plants. Et tout ça, c'est des investissements. Et chacun de là où il est n'a pas forcément besoin d'attendre que l'État lui apporte 32 000 plants, 10 000 plants. Mais déjà, quand tu arrives à planter un seul plant, tu as fait du bien à la terre. Où est-ce que vous voyez? Donc, il y a autant d'actions que de là où on est, on évalue quel est le risque qui affecte la terre à ce niveau. Et ensemble ou seul, on apporte la solution qu'il faut. Et la thématique que nous abordons aujourd'hui, c'est la désertification. Et que comprendre par désertification? Désertification, de façon simple, c'est que vous vous retrouvez dans un environnement où la terre ne supporte plus le couvert végétal, d'accord, n'est plus productive, c'est-à-dire difficilement vous ne pouvez plus faire de l'agriculture dessus. Et en fait, on passe d'une terre productive à une terre arable qui n'est plus utilisable, Donc une terre fertile qui après n'est plus fertile. Donc de façon plus simple. Donc par ailleurs, lorsque vous commencez parce que quand on parle de désertification, on parle d'un processus. Ce n'est pas encore le désert, c'est-à-dire c'est une transformation dans le temps, petit à petit, progressive. Voilà. Et donc vous êtes en train de constater que de plus en plus, la production est en train de baisser, ça ne donne plus, le rendement n'est plus comme avant. La terre est devenue ça sèche complètement, ou ça fait plus de sable.
le vent l'emporte, les herbes ne poussent plus, la pluie se fait un peu plus rare. Là, vous-même, vous commencez par constater. Ou si vous êtes proche des zones désertiques, c'est qu'il y a d'avancées de désert et la terre là devient complètement sèche. En conclusion, on n'a plus d'arbres, de l'eau, difficilement on trouve quelques oasis, et fréquence de pluie assez rare et la productivité impossible. Et en cela, docteur, vous ne voyez pas qu'il faut souvent faire l'usage des engrais chimiques contre la désertification, la sécheresse, tout ce que vous venez de citer? En fait, là, nous sommes en phase d'une situation où nous sommes en sécheresse. Et quand bien même vous apportez, supposons que vous amenez de l'engrais, où est-ce que vous avez trouvé de l'eau? Et donc, c'est tout un national, tout un système à mettre en place, de l'eau, de l'engrais. Ce qui est conseillé, c'est déjà d'utiliser l'engrais biologique. Il y a toujours des alternatives qui existent. L'engrais chimique, en fait, c'est pour faire de la surproduction, produit en masse et en un temps record pour nourrir les gens. Ok? Donc, oui, on peut trouver des alternatives à l'engrais chimique, comme l'engrais biologique. Maintenant, pour pouvoir utiliser cette terre désertique, c'est tout un système qu'il faut mettre en place. D'accord. Et qu'est-ce qui peut être à la base de la désertification? Les causes, lorsque vous parlez des causes, il peut y avoir la surexploitation, je l'avais déjà dit, sur pâturage aussi, parce que les gens utilisent tellement la terre, excusez-moi, qu'ils oublient en fait de l'entretenir, ou par exemple le peu d'eau qui se trouve dans une zone, tout le pâturage s'en accapare et puis on est en face d'une situation où la restauration n'est plus possible. Il y a également les questions de changement climatique, baisse de pluie ou inexistence de pluie dans certaines zones. Et quand il y a plus de pluie, comment les plantes vont pousser? Il y a aussi l'avancée du désert, les zones qui étaient autrefois fertiles, qui se retrouvent aux abords des zones désertiques, se font envahir par cette avancée de désert-là et facilement se retrouvent. On ne va pas dire que l'homme est directement impliqué, mais dès que l'homme commence par utiliser de façon anarchique la terre, oui, on est en face d'une situation grave. Vous savez, on a constaté que ces dernières années, le désert a avancé dans le monde de plus de 30 fois, comme par le passé. Donc, du coup, il y a des millions d'hectares qui partent chaque année, qui se transforment en désert. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tous ces facteurs dont j'ai parlé tantôt qui contribuent au processus de la désertification. Et quelles sont les conséquences que la désertification peut avoir de façon globale sur l'environnement, sur l'écosystème et tout? Oui, l'écosystème, la perte de la biodiversité, l'habitat naturel des espèces, que ce soit végétal ou animal, il y a cet aspect, il y a cette disparition tranquille de ces espèces-là, soit qui migrent, soit qui meurent. Et si vous suivez l'actualité, vous voyez des bœufs qui meurent le long des zones désertiques dans le Sahara. Et il y a le faible rendement agricole ou même la cessation totale de la production agricole. Et il y a un phénomène majeur même qu'on constate, c'est le déplacement des peuples affectés dans ces zones-là. Et ils doivent migrer pour aller chercher d'autres terres. Et voilà autant d'actions. Mais quand c'est comme ça, ceux qui produisaient pour nous nourrir ne produisent plus. Et c'est ce qui nous amène à des situations d'insécurité alimentaire dans certaines zones. Ouais, et même des conflits, parce que dès que vous n'avez pas à manger, vous devez alors commencer par vous migrer. Et il y a des attaques dans des zones vulnérables ou à risque même, pour pouvoir alors dévaliser ceux-là, où des gens sont prêts maintenant à traverser la mer pour aller de l'autre côté de l'Occident. Chercher le mieux-être. Parce que vous voyez. Et parfois, malheureusement, certains de nos amis africains tombent dans l'eau, comme à la guerre. Donc voilà autant d'impacts négatifs que cette situation de désertification crée. Et comment ce phénomène menace-t-il la sécurité alimentaire? Quand nous parlons de la désertification. Oui, effectivement, parce que si vous ne produisez plus,
la base de la sécurité alimentaire, c'est la nourriture. Permettre à chaque citoyen d'avoir une alimentation saine, durable, de qualité. Est-ce que vous voyez? Et donc, s'il y a désert, je vais directement en désert, c'est-à-dire que là, la situation est perceptible, c'est qu'il n'y a plus de production agricole. S'il n'y a plus de production agricole, il n'y a plus d'alimentation. Il n'y aura plus d'alimentation saine, ni tout ce que j'ai cité pour définir la sécurité alimentaire. Et là, l'impact direct, c'est l'insécurité alimentaire, donc une situation où vous n'avez pas à manger, ou si vous avez à manger, c'est que vous n'avez pas ce que vous voulez manger, ou ce que vous voulez manger n'est pas de qualité, ou parfois vous êtes obligé de manger ce que vous trouvez. Quand on dit que vous êtes obligé de manger ce que vous trouvez, c'est que vous ne percevez pas là, actuellement, la dangerosité de ce que je dis. L'impact que cet aliment peut avoir oui, sur la justement. santé. Parfois même, vous êtes obligé de manger ce que vous ne voulez pas parce qu'on peut parfois même tuer des animaux. Okay? Les gens se partagent à des époques données des excréments même d'animaux pour manger. Parce que là, c'est une situation très difficile et très grave. Et il y a la mort des enfants. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que les enfants sont malnutris, très sensibles. Voilà, autant d'impacts négatifs. Et quelles sont les actions qui sont menées dans ce sens par les chercheurs comme vous? Chercheurs cherchent. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce sens quand même pour réduire cet état de choses, cette insécurité alimentaire? Il y a des études qui sont faites, par exemple pour l'exploitation des zones désertiques, des terres désertiques. En fait, même si ce n'est pas déjà... on voit même, par exemple, quelqu'un me disait la dernière fois que, je ne sais pas, qu'au Maroc, il y a une zone désertique. Là, ils ont amené de l'eau, ils ont tout fait. Et aujourd'hui, maintenant, ils produisent leur production agricole. C'est pas là, ils commencent pas à manger. Ça, c'est intéressant. C'est de la recherche qui a montré que voilà, il faut apporter tel élément nutritif, il faut apporter à telle quantité, il faut utiliser tel système d'irrigation, il faut apporter telle eau, il faut faire ceci ou cela afin de pouvoir produire. Et qu'est-ce qu'il faut produire, en quel temps il faut produire, et quel type, quand est-ce que la pluie arrive dans cette zone-là, comment il faut stocker cette pluie, dans quel support ou quel contenant doit supporter cette eau de pluie-là pour réutiliser. Vous savez que aussi au Burkina Faso, ils font de la production agricole malgré qu'ils soient dans une zone extrêmement difficile. Mais pourtant, ils ont trouvé des moyens pour pouvoir... Donc, la recherche est à la base de toutes ces actions que vous voyez après. Et donc, la recherche se pose déjà des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Là, on va sur le terrain, on fait des tests, on a des résultats et on conseille les décideurs. Et votre domaine de spécialité, c'est la géographie urbaine. Et c'est quoi l'urbanisation? C'est déjà un processus de transformation d'un milieu rural milieu urbain, de façon très simple. Oui. Et vous avez fait vos recherches sur la sécurité alimentaire. Quelle est l'influence que l'urbanisation peut avoir sur la sécurité alimentaire? Oui, on dira que dans une zone urbaine, il y a plus d'activité et que les hommes s'en sortent pas mal. Que dans les milieux ruraux, il y a une difficulté déjà pour manger, c'est compliqué, etc. On sait que généralement dans les zones rurales, l'insécurité alimentaire sévit. Mais ce qu'on oublie, il y a des gens qui ont quitté les milieux ruraux pour s'installer dans les milieux urbains sans avoir l'activité génératrice de revenus conséquente. Qui leur permet de subvenir à justement, parce que dès que vous parlez de la sécurité alimentaire, vous parlez d'un certain nombre de piliers, de la disponibilité de l'alimentation, ou bien de l'aliment, de l'accessibilité de cet aliment, qui est souvent lié au revenu de la personne, parce qu'il faut avoir de l'argent, il faut pouvoir accéder à l'aliment. Puisque vous pouvez voir l'aliment à la main, vous ne pouvez pas l'acheter, parce qu'il faut avoir de l'argent suffisant. Et quand vous êtes en milieu urbain, les aliments sont plus chers et il y a des produits plus importés. Les systèmes de marché ne fonctionnent pas comme dans les milieux ruraux. Il y a les supermarchés, il y a les boutiques, etc. Et donc, dès que vous vous retrouvez vous êtes le maillon le plus faible économiquement, vous êtes sujet à une situation d'insécurité alimentaire qui est liée à l'inaccessibilité à l'alimentation. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous voyez l'aliment là,
Mais si vous n'avez pas le moyen qu'il faut, vous ne pouvez pas céder. Donc, on est arrivé alors à parler de deux types de sécurité alimentaire et deux catégories de sécurité alimentaire, parce que vous pouvez vous retrouver dans... Deux catégories de sécurité alimentaire et deux d'insécurité. Oui. Ok. Parce que là, il faut faire la nuance. Certaines personnes peuvent se retrouver en situation très sévère, aiguë, ok, pas d'alimentation, pas de revenus. C'est qu'il faut leur apporter des dons, des trucs pour pouvoir les... Ça, c'est la première catégorie. Oui, ça c'est la dernière catégorie la plus sévère en insécurité alimentaire. Mais de façon modérée, vous pouvez trouver des gens qui sont là, difficilement ils mangent, mais pourtant ils s'en sortent. Et quand vous vous retrouvez dans une zone urbaine, il y a des points, des points centraux qui abritent des populations pauvres et qu'on ne perçoit pas immédiatement. Ou quand vous vous retrouvez aux périphéries, à la sortie des zones urbaines, il y a cette population-là qui n'a pas forcément le moyen de vivre en grande ville, parce que vous savez que quand vous évoluez vers les zones rurales. Quand vous quittez la zone urbaine, vous évoluez vers une zone rurale. Il y a une transition quelque part. Donc, quand vous n'avez pas de l'argent pour faire une location, par exemple à Cotonou, 40 000, 50 000, et vous êtes obligé de quitter là, vous êtes à 20 000, mais pourtant vous êtes toujours à Cotonou. Vous dites que vous êtes à Cotonou, mais vous savez que vous n'avez pas forcément le pouvoir d'achat. Et quand on fait les enquêtes dans ces zones qui sont aux abords, aux périphéries de la zone urbaine, dans la zone de transition, la zone périurbaine, on se rend compte que c'est une population vulnérable à l'insécurité alimentaire. Et quel rôle joue la désertification dans la sécurité alimentaire? Oui, je l'avais tantôt dit, c'est paradoxal. Si vous dites que vous vivez dans une zone désertique, soit vous avez les moyens financiers parce que pour y vivre, parce que vous pouvez être dans un désert et manger bien, parce qu'on peut vous apporter de la nourriture, vous avez l'argent pour l'acheter, pour faire des emplettes. Avoir peut-être le soutien. Vous pouvez installer le système solaire, construire, parce que vous avez les moyens pour y vivre. Ça, c'est un cas particulier. Mais sinon, dès que vous êtes en zone urbaine, en zone désertique, c'est que vous êtes en situation de sécurité alimentaire. Parce que comment vous produisez, comment vous mangez, comment vous en sortez. C'est quoi en réalité l'objectif de la sécurité alimentaire? Oui, la sécurité alimentaire, son objectif, c'est d'apporter de la nourriture de qualité disponible déjà, accessible et de qualité, de façon durable aussi à la population, ou qu'une personne doit avoir en fait, pour vivre. Vous avez effectué vos travaux de recherche sur l'urbanisation et la sécurité alimentaire dans la commune d'Abomey-Calavi. On veut plus savoir, qu'est-ce qui découle de vos travaux de recherche? Dès que vous regardez, on a essayé de caricaturer ce travail. Et chaque individu qu'on a questionné est représenté par un point de coordonnée et on a par individu identifié son niveau de sécurité alimentaire. Soit il est en insécurité alimentaire sévère, sécurité alimentaire limite, etc. Soit il est forcément dans une catégorie des 4. Et ceux qui sont en sécurité alimentaire normale, ok, ils sont représentés par une couleur verte. On a essayé de schématiser sur toute la commune les couleurs. La couleur verte, la couleur jaune, la couleur orange, la couleur rouge. Pour dire, voilà, tout point que vous verrez sur la carte dans telle zone voudrait signifier que cette zone est en situation de vulnérabilité dangereuse. Et à la fin, on a pu constater que plus au sud de la commune, on n'a que de couleur verte, c'est-à-dire une population qui vit en sécurité alimentaire. Quand on parle du sud, c'est... Quand je parle de Kodomé, tout ce qui est Kokokodi, les données que nous avons collectées, etc., on n'est pas sorti. Donc, quand on avance vers Calavi, on a une population qui a un fort pouvoir d'achat. C'est des fonctionnaires, des gens qui ne sont pas forcément exposés à l'insécurité alimentaire. Maintenant, quand on évolue progressivement, la couleur change. Donc, on tombe dans une population en même temps. Après, Godomé, les périphéries, à partir de Toba, Wedo, les périphéries, on commence par... Les zones un peu reculées. Oui, là, on n'est pas encore en zone un peu reculée, mais on est dans une zone peut-être transitoire, pas totalement aussi transitoire, mais quand même rattachée à la zone fortement urbanisée comme Godomé. Et c'est une transition, on est en sécurité alimentaire limite, c'est à 10. Ils ont tendance à descendre en insécurité alimentaire
comme ils peuvent encore évoluer en sécurité alimentaire normale. Et à la fin, on a constaté que tous ceux qui... Il faut quand même remarquer que à Godomé, à Calavi, ceux qu'on pense, on se dit qu'il y a des populations en sécurité alimentaire, mais il y a des poches, il y a des poches d'insécurité alimentaire. C'est-à-dire, il y a quelque part, vous voyez que, voilà, il y a des individus qui sont là, mais qui vivent difficilement. Et quand on avance vers le nord et qu'on commence par sortir de la commune, dans les zones reculées, dans les arrondissements ruraux, à partir de Glo, etc., on a des ménages qui sont en situation d'insécurité alimentaire sévère. Et on est même arrivé à identifier par sexe, par âge, en tout cas, catégorie socio-professionnelle. Est-ce qu'on peut avoir quelques statistiques? C'est vrai que c'est les femmes qui sont les plus vulnérables. Oui, bon, c'est vrai. On a constaté que 42% sont en situation d'insécurité. De sécurité alimentaire. Okay. Si c'est insécurité, c'est que c'est grave. de sécurité alimentaire. Donc, il y a plus de personnes en sécurité alimentaire. Oui, exactement. Que bien sûr, on est en zone urbaine. Les gens font plus d'argent ici. Et le reste, on a 3% qui sont en insécurité alimentaire sévère. Et puis, le reste est partagé entre les deux milieux. Donc, voilà, on est même arrivé à identifier quels sont les types de produits agricoles. En fait, qu'est-ce qu'ils mangent? On les a identifiés en catégories, en produits alimentaires. On essaie de voir sur 12 groupes alimentaires qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce que chaque groupe mange pour pouvoir dire voilà tel groupe en insécurité alimentaire, voilà ce qu'il faut leur apporter en termes d'alimentation, aliments, etc. Et voilà. Et vous avez effectué ces travaux de recherche et tout travail de recherche commence d'abord par des objectifs donnés, des problèmes. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces recherches-là? Oui, vous savez, il y a quelques années, Calavi n'était pas autant urbanisé. Est-ce que vous voyez? Donc, on avait un couvert végétal assez dense. Et on disait même que Calavi faisait partie des villes vertes. Je ne sais pas, quelqu'un me le disait la dernière fois. Et aujourd'hui, avec l'installation humaine, il y a la dégradation du couvert végétal. Les gens doivent s'installer, ils détruisent les terres. Les zones fertiles, les zones agricoles sont carrément débroussaillées pour des installations humaines. Alors que je vous disais tantôt que c'est la production agricole qui est à la base de la sécurité alimentaire. Du coup, on s'est posé la question de savoir, mais si la situation est telle que la commune ne produit plus autant comme avant, quel est l'état alors de la sécurité alimentaire des ménages dans une zone où l'agriculture n'est plus intense comme par le passé. Deuxième chose, est-ce que l'arrivée des gens des milieux ruraux vers Abomey-Calavi, vous savez que c'est un pôle vraiment assez... Il y a l'université, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Est-ce que ça fait que ceux qui quittent les milieux ruraux vers les milieux urbains sont carrément en même temps sortis d'insécurité alimentaire? On voit ça. On commence par se poser des questions à cause des activités socio-économiques qui se développent. Est-ce que ceux-là sortent? Voilà autant de questions qu'on se posait pour dire allons au fond de la question, faisons des recherches pour pouvoir réellement sortir en termes de production agricole. On a vu, on a fait des données, on a fait des analyses en termes de production agricole. Et maintenant, en termes de ménage individu par individu, quelle est la situation de la sécurité alimentaire par individu? Donc voilà un peu, on s'est mobilisé pour faire le travail. Et que peut-on retenir? Je veux parler de la substance de vos travaux de recherche. Oui, à la fin, il faut dire qu'il y a une partie qui est 42%, je vous l'ai dit, qui sont en sécurité alimentaire. Et il y a 7% qui sont en insécurité alimentaire. Et les personnes les plus âgées sont plus exposées. Les enfants plus exposés, les femmes également. Et les catégories socio-professionnelles, ceux qui n'ont pas un emploi stable, sont plus exposés. On a constaté par exemple qu'il y a un groupe de personnes qui mangent moins à la sortie de la commune. Les aliments riches en protéines, si vous voyez, les aliments riches en protéines, et qu'il faut faire des apports. On a constaté qu'il y a une je ne vais pas dire surconsommation, mais sur 7 jours quand même, durant les 7, les gens mangent que des aliments dérivés du maïs. Soit
c'est bouilli le matin, c'est la pâte le soir. Bouilli le matin, la pâte le soir. S'il y a une transition, c'est haricot à midi, ou c'est le riz, ou c'est atassi. Le riz, ou le spaghetti. Vous êtes encore bien. Quand vous parlez de spaghetti, il y a d'autres. C'est au 1er janvier qu'ils découvrent quel est le goût. Donc, nous, on est alors arrivé à voir ces défis. Parce que vous savez, sur les groupes d'aliments, il faut avoir une moyenne de 4. En fait, on en a travaillé sur 12. On s'est dit qu'il faut avoir quand même une moyenne de 4. C'est-à-dire quand vous prenez différents groupes d'aliments, ça peut être les graines, les huiles. On ne va pas trop rentrer dans ces détails-là. Mais il faut être dans une moyenne. Et dès que vous descendez un peu plus bas, c'est qu'il faut faire des apports. Lorsque vous êtes encore plus haut, parce qu'il y a une tendance qu'on oublie. Quand vous consommez plus, vous mangez plus, vous pouvez croire que vous êtes en sécurité alimentaire, mais vous pouvez être en insécurité alimentaire aussi. Ce n'est pas parce que vous mangez très bien que vous êtes en sécurité alimentaire. Parce que quand on commence par prendre votre poids pondéral, des trucs comme ça, vous pouvez être en situation d'obésité, c'est-à-dire une surconsommation, et il faudra faire ce travail-là. Donc, du coup, c'est tout un tas de choses que nous avons essayé de rassembler, sortir les déficits et les actions à poser. Donc, on va donc dire que les résultats varient d'un milieu à un autre. Exactement. Comment ou quels sont les moyens, comment vous êtes parvenu à toutes ces réalisations? Une étude, ce n'est pas une seule personne. Moi, je comprends l'idée, on travaille sur l'idée. Le cartographe a fait sa partie parce qu'il faut faire la répartition des ménages sur la carte, la vulnérabilité, etc. Et il y a l'économiste en fait, qui a analysé les données économiques, etc. pour voir dans quelle marge, quelle est la dépense effectuée par le ménage en un mois pour arriver à se retrouver dans cette situation, quel est le revenu, comment est-ce qu'on fait ces calculs-là pour pouvoir réellement dire que dès que vous vous retrouvez dans une tranche de 0 à 50 000 francs par mois, vous êtes en situation d'insécurité alimentaire, ou lorsque vous êtes à plus de 200 000, c'est que vous êtes en situation de sécurité alimentaire. Vous voyez, parce que c'est des données importantes. Il suffit de vous dire, si vous voulez vivre heureux et bien, essayez de diversifier vos sources de revenus pour atteindre un seuil de 100 000 francs par mois, par exemple, et vous êtes heureux. Et il y a aussi au niveau économique, on a pu voir si le fait d'avoir une activité secondaire, soit vous êtes fonctionnaire ou pas, peut améliorer la situation de sécurité. On a fait ce travail et voilà, le sociologue nous a conseillé sur quelles sont les données à collecter pour comprendre la psychologie des gens, de vouloir sortir ou de vouloir rester dans cette situation. C'est toute une chaîne. Exactement, parce que lorsque vous commencez par présenter un résultat en tant que géographe, il y a des aspects que vous ne pouvez pas forcément voir, mais qui compteraient, par exemple, puisque nous on a connu des limites, il faut le dire. On aurait voulu, par exemple, prendre les données anthropométriques, ce qu'on dit, poids sur taille, pour voir est-ce que la personne est plus obèse ou pas. Etc. Et de pouvoir l'intégrer dans notre analyse de données. Mais ce n'est pas des choses qu'on a pu toujours faire. Ça demande beaucoup de moyens. Et quelle est la contribution de ce travail? Quelle est la contribution de ce travail, parce que vous avez fini de faire vos travaux de recherche maintenant, comment est-ce qu'on peut exploiter ces résultats au quotidien? En quoi ça peut aider à améliorer quelque chose? Chez qui on a collecté les données, il est plus facile de le dire. Après analyse, on a constaté que oui, vous avez des difficultés financières. Voilà, on a constaté que si vous faites une activité secondaire, vous allez mieux vous en sortir. Et nous pouvons, à partir de nos données, dire, voilà, telle personne, on fait telle activité secondaire parce qu'on a les données. Si vous vous lancez dans ceci, ça peut vous permettre, parce qu'on connaît un peu, et on va plus loin, on pourra dire aux gens, vous n'avez pas les moyens de vous procurer du lait, mais il y a des aliments à base de protéines que vous pouvez prendre pour améliorer votre état nutritionnel. Et on a la carte de vulnérabilité là. On voit carrément qu'il y a des zones où il n'y a plus de production agricole. On conseille même l'État de pouvoir préserver des zones de production agricole. Il y a la situation de Covid qui est arrivée où on nous avait tous bloqués. Et c'est seulement les aliments qui quittaient la zone qui n'étaient pas dans le cordon qui venaient ici. Est-ce que vous vous imaginez un jour si l'aliment... On n'avait plus la possibilité de recevoir ça. Comment on fait? Comment allons-nous faire? Donc, alors, les résultats sont là. On fait l'effort de faire ce qu'on peut, mais après, pour vulgariser, pour mettre en œuvre, c'est beaucoup de moyens. Ok, c'est vraiment beaucoup de moyens. On s'est rendu compte que tout à l'heure, vous avez parlé un peu de comment vous êtes parvenu à réaliser
ces travaux-là, vous avez parlé de l'intervention des économistes, des cartographes et tout. Vous êtes géographe et aujourd'hui, nous avons abordé la notion de la journée internationale, de la journée mondiale de la terre nourricière. Est-ce que vous avez un mot de fin qui nous englobe terre nourricière, désertification, sécurité alimentaire et urbanisation? Oui, ou on n'ira pas oui, à pas. Je vous comprends. C'est comme si vous êtes en train de coder, mon cerveau à sortir un résultat. Oui, si en fait vous voulez vivre réellement dans un milieu urbain de façon durable, vous devez aider et protéger ceux qui produisent dans les zones urbaines et rurales à déjà produire des aliments sains, c'est-à-dire pas très affectés. Si vous voulez vivre dans un milieu urbain, de façon durable, oui. Vous devez aider les gens qui vivent dans les milieux ruraux, oui, dans les milieux ruraux, à déjà, premièrement, consommer ce qu'ils produisent, oui. Les aider à produire sainement, et ça, c'est des deux côtés, parce que vous n'êtes pas forcément là pour contrôler, mais dès que vous achetez chose, parce qu'on a plus tendance à acheter ce qui vient de l'extérieur, vous devez aussi participer à la restauration du couvert végétal qui est notre partage. Voilà, parce que dès que vous mettez en place, et c'est surtout dans les zones urbaines qu'on coupe plus d'arbres. Est-ce que vous voyez? Mettez les plants d'arbres, permettez à l'autre de produire là-bas pour vous nourrir là où vous êtes dans votre confort. Parce que l'argent n'est pas l'aliment. Sans oublier aussi de nourrir cette terre nourricière. Justement, quand je parle de ça, finalement, notre terre pourra nous nourrir. Il y a un travail. La cultiver. Il y a un travail qui a été effectué récemment par une organisation ACED qui présentait le plan de la ville d'Abomey-Calavi qui permet en fait de la rendre plus nourricière. Et on peut avoir... c'est possible en fait, finalement, ils ont trouvé qu'il faut en fait mettre en terre plus de 82 000 plans pour restaurer le couvert végétal à Abomey-Calavi. Merci, Monsieur Euseb Kapo. On retient que chaque citoyen a pour devoir de nourrir la terre, cette terre qui nous fournit au quotidien tout ce dont nous avons besoin, et notamment les personnes vivant dans les zones urbaines doivent pouvoir aider les personnes vivant dans les zones rurales à mieux produire sainement et consommer surtout pour nous aider tous à parvenir à la sécurité alimentaire de nos populations. Nous sommes à la fin de notre émission Univers Science, le dernier du mois d'avril. Rachel Passassi et moi-même Nadia Bonandou, nous avons animé cette émission. Il était question de la thématique de la désertification et ses enjeux liés à la sécurité alimentaire. Nous étions avec Monsieur Euseb Kapo. Il est docteur en géographie et gestion de l'environnement, spécialité sécurité alimentaire. La collaboration technique, c'était avec Igor Tonouewa. Au revoir.